Ces gens d'Europe, de l'Occident et des États-Unis qui essayent d'apprendre aux Asiatiques du Sud-Est leur relation avec la Chine, c'est assez amusant. Ils ne peuvent vraiment pas se voir. Les gens de cette région ont une mémoire historique qui s'étend sur au moins 1500 ans. Nous parlons d'une mémoire culturelle et historique d'interaction avec la Chine. Le récit souvent avancé, comme la théorie du piège de la dette, est absolument sans fondement. Les gens ici sont bien conscients des pièges de la dette, surtout après le FMI. Par exemple, regardez ce qui est arrivé à l'Indonésie après la crise de mi-97. Ce n'est pas la Chine qui a causé cela. En fait, la Chine a joué un rôle très constructif en refusant de dévaluer le yuan pendant la crise financière asiatique, tenant effectivement la ligne. Bonjour à tous, c'est Pascal des études sur la neutralité. Aujourd'hui, j'ai non pas un, mais deux grands penseurs avec moi. Pour la première fois sur cette chaîne, mes invités ne sont pas seulement brillants, mais ils sont aussi mariés l'un à l'autre. Je parle de John Pang et Naoko Kumada. John est chercheur principal à l'Académie de Perak, un groupe de réflexion en Malaisie. Il a travaillé dans les domaines de la politique et du leadership intellectuel au sein du gouvernement, des affaires et du monde académique, en se concentrant sur l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ou ASEAN. Il a également été le PDG fondateur de l'Institut de recherche de l'ASEAN et du Conseil des leaders d'affaires de l'Asie du Sud-Est. Il conseille des entreprises et des décideurs dans les secteurs gouvernemental et commercial. Il s'intéresse à la redéfinition du discours sur les relations internationales, en particulier en ce qui concerne la Chine et l'Asie du Sud-Est, dans le cadre du nouvel ordre mondial multipolaire émergent. Et comme vous le savez probablement, il est avec moi dans cette nouvelle alliance pour la paix multipolaire que nous avons formée il y a seulement quelques semaines. J'ai aussi Naoko, qui est maître de conférence à l'École des études internationales de l'Université Sejong. Elle est anthropologue sociale et spécialiste du Myanmar, étudiant l'interaction de la politique, de la religion et de l'ordre juridique en Asie de l'Est. Elle a obtenu son doctorat en anthropologie sociale de l'Université de Cambridge et détient également un LLM en droit américain de l'Université de Santa Clara. Elle explore actuellement comment la montée en puissance de la Chine et les changements dans l'ordre mondial se manifestent face au régionalisme en Asie du Sud-Est et au révisionnisme constitutionnel au Japon. Donc, beaucoup de sujets sur l'Asie à discuter aujourd'hui. Bienvenue à vous deux. Merci, ravi d'être ici. Pascal, je suis un grand fan de votre chaîne. Merci beaucoup. Je suis très d'être ici. De même, je suis également fan de votre chaîne. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Merci à vous deux. Je suis toujours heureux d'entendre que les gens regardent ces discussions et que nous puissions avoir plus de débats comme celui-ci. Nous devrions nous asseoir ensemble et explorer le lien entre l'ordre occidental que nous avons actuellement, l'Asie du Sud-Est et le Japon. Alors, faisons-le. John, vous êtes originaire de Malaisie et vous avez travaillé avec des décideurs politiques malaisiens et dans le processus de l'ASEAN pendant 15 ans. Que pensez-vous que nous ne prenons pas en compte à propos de l'ASEAN et de l'Asie du Sud-Est en général, en ce qui concerne la manière dont cette région interagit entre elle et avec le monde extérieur? Je pense qu'il y a au moins deux choses à considérer. Premièrement, la position centrale de l'ASEAN concernant leurs relations entre eux et l'ordre régional est déjà une forme de pensée multipolaire. L'ASEAN n'est pas seulement une expérience, mais un projet dans un ordre mondial multipolaire. Cela est étroitement lié à l'indépendance de la région. Presque toute l'Asie du Sud-Est a été colonisée. Même la Thaïlande, la seule exception,
n'a maintenu sa souveraineté qu'en jouant les puissances les unes contre les autres, ce qui a tout de même compromis sa souveraineté de manière significative. Personne ne veut revenir à cette époque. En 1955, la première conférence de Bandung a eu lieu, où ils ont affirmé des principes de coexistence. Récemment, ces principes ont été célébrés à Pékin lors de leur anniversaire. Ce sont les 5 principes de coexistence. Ceux-ci ont été repris à Bandung en mettant l'accent sur les principes de neutralité. Un groupe de nations asiatiques et africaines, représentant la moitié de la population mondiale, s'est réuni. C'était un événement énorme. Ils ont fait certaines affirmations sur le type d'ordre international qu'ils voulaient établir et représenter, à savoir le non-alignement. Cela est devenu plus tard le célèbre mouvement des non-alignés. Le défi existentiel à l'époque était d'éviter d'être entraîné dans l'un des 2 blocs de superpuissance qui avaient déjà commencé la guerre froide. L'ASEAN est construite sur ces principes et défend ces principes. Historiquement, la manière dont cette région fonctionnait est significative. Il y a l'Asie du Sud-Est maritime, l'Asie du Sud-Est archipélagique et l'Asie du Sud-Est continentale. La région interagissait avec le reste du monde à travers l'océan Indien, la mer de Chine méridionale et le Pacifique. Elle se connectait avec la Chine, l'Inde, l'Asie occidentale et plus tard les puissances européennes. Cette interaction était ce que nous appellerions aujourd'hui le régionalisme ouvert. L'ASEAN représente cette tradition. Ce n'est pas seulement un ensemble de nations dont on peut oublier l'existence sauf en temps de guerre. Nous représentons une manière de mener les relations internationales qui émergent maintenant de manière significative sur la scène mondiale. Donc, le monde entier est maintenant confronté au problème de la multipolarité. Mais l'ASEAN est un projet très intéressant et un exemple historique de cela. J'ai mentionné 2 choses. Je vais rapidement passer à la seconde. La seconde est qu'il existe des façons dont les pays d'Asie du Sud-Est ont traité les uns avec les autres et avec les puissances qui les entourent, comme le monde islamique, l'Inde, l'Asie du Sud, la Chine et le Japon. Ces interactions sont vraiment intéressantes et importantes, et nous pouvons les approfondir. Historiquement, ces interactions ont impliqué le commerce, la culture et la religion, et elles étaient majoritairement pacifiques. Donc, je pense que ce serait ma réponse à votre question. L'ASEAN est une entité fascinante, et je suis tout à fait d'accord. À bien des égards, nous avons eu la multipolarité en Asie du Sud-Est depuis longtemps, dans la manière dont la région interagit entre elles. La région a été assez paisible. La plus grande perturbation de la paix a été introduite par les guerres coloniales au Vietnam, d'abord contre les Français, puis contre les Américains. Ce conflit s'est étendu au Cambodge et au Laos, qui ont essentiellement été des dommages collatéraux de cette guerre coloniale. Une fois que cela a été terminé, c'était assez calme, surtout après la guerre sino-vietnamienne, qui a été courte. Et puis, cela a été assez stable. Mais la région a été critiquée pendant longtemps de ne pas être comme l'UAM, parce que l'ASEAN est perçue comme faible. L'ASEAN doit fonctionner par consensus et n'est pas considéré comme un véritable acteur. Nous en avons parlé, n'est-ce pas? Mais maintenant, il s'avère que personne ne veut plus être l'UAM. Et la voix de l'ASEAN, tout d'un coup, ne semble plus s'y arriérer. Elle semble très avant-gardiste dans le sens où vous parvenez à être ensemble, sans être une unité unique, unité sans unification. Vous deux, peut-être Naoko, vous avez étudié le Myanmar en particulier. Comment se fait-il que cette région parvienne à maintenir l'unité sans devenir une unité unique? Eh bien, juste avant de répondre à cette question,
je veux ajouter un petit quelque chose à ce que vous avez décrit à propos de la guerre en Asie du Sud-Est. Une chose que je veux mentionner est qu'après la colonisation, les choses ne sont pas revenues immédiatement à la paix. Il y a eu la guerre froide, qui est mondialement connue sous le nom de guerre froide, mais en Asie, en particulier en Asie du Sud-Est, c'était une guerre chaude. L'Ambodge et le Vietnam ont été lourdement bombardés. La peine est revenue en Asie du Sud-Est que très très. Donc, il y a cela. Je pense que cela ajoute également au point que John a mentionné concernant l'importance du mouvement des non-alignés pour les pays d'Asie du Sud-Est. Maintenir leur propre souveraineté sans s'impliquer dans les guerres des autres est une question très importante en Asie du Sud-Est. Cela répond en partie à votre question sur la manière dont l'ASEAN maintient son unité sans se fragmenter. Une chose qui unit l'Asie Sud-Est est l'histoire commune de la colonisation. Tous les pays ont connu la colonisation. Même si la Thaïlande était nominalement indépendante, elle a dû subir une sorte d'autocolonisation et une réforme révolutionnaire de tout son système politique. C'était un énorme bouleversement. C'est un point que j'aimerais discuter avec vous deux plus tard. En ce sens, c'est très similaire au Japon. Un autre pays qui était nominalement indépendant, mais qui a dû subir la restauration Meiji et se réformer. Pour revenir à votre question, je pense que c'est l'histoire du colonialisme et la montée en puissance qui en découle qui façonne la situation actuelle. Maintenant, face à l'histoire moderne de l'Asie, la Chine monte en puissance économiquement et géopolitiquement, et avec cela, l'Asie du Sud-Est aussi. Malgré les turbulences que nous vivons actuellement, il y a une sorte d'optimisme. Il y a de l'espoir en Asie du Sud-Est que les choses s'améliorent pour eux. Et peut-être que je peux ajouter à cela, j'ai oublié de mentionner deux guerres très significatives. L'une est avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'autre avec le Timor oriental. Ces guerres, centrées autour de l'archipel indonésien, ont finalement pris fin et ont atteint une sorte de réconciliation, surtout avec le Timor oriental, qui attend maintenant, ce n'est qu'une question de mois ou d'années, avant qu'il ne devienne le 11e membre de l'ASEAN. C'est en quelque sorte une affaire conclue. Que pensez-vous? Pensez-vous que cet héritage colonial ou ces cicatrices coloniales sont en train de guérir? Avons-nous déjà surmonté le pire? Ou l'héritage du colonialisme est-il encore un facteur déterminant dans la manière dont les pays de l'ASEAN fonctionnent dans cette région? Peut-être, John. Je pense que si je peux intervenir en premier, c'est le dépassement final de l'héritage du colonialisme. Rappelez-vous, il y avait une forte conscience après l'indépendance nominale que le colonialisme n'était pas terminé. D'où l'expression néocolonialisme, n'est-ce pas? C'était un terme important et une compréhension partagée, non seulement dans cette région, mais à travers le Sud global. Il faut se rappeler que l'Asie du Sud-Est est au cœur, non seulement des relations dans notre région, mais d'un ensemble de solidarité à travers le Sud global. À Bandung, la moitié des 1,5 milliard de personnes de l'époque, soit la moitié de la population mondiale, étaient représentées. Il y a donc un sentiment que le colonialisme n'est pas terminé. Après 1991, pendant le moment unipolaire, il est devenu démodé d'utiliser même le terme néocolonialisme. Quel que soit le nom que vous lui donnez, hégémonie financière des États-Unis ou ordre unipolaire, c'est le dépassement final de cela et l'atteinte de la souveraineté que les gens ont recherché. C'est le moment pour cela. Cela est évident non seulement dans les réformes internes et la prise en charge de son propre pays, mais aussi dans les relations internationales. Le colonialisme ne consistait pas seulement à subjuguer des pays particuliers.
Il s'agissait, si vous regardez nos cartes, des types de gouvernements dans la région et de la manière dont les États sont définis aujourd'hui. Tout l'ordre dans lequel nous sommes organisés est un héritage de cette période. Cela ne veut pas dire que vous allez tout jeter par-dessus bord, mais cela arrive à un point où votre propre agence, votre propre souveraineté et la civilisation dont vous émergez, qui avait ses propres formes de relations internationales et de relations interétatiques, reviennent maintenant au premier plan. Donc, pour répondre à votre question, c'est le dépassement final de cela. Les gens peuvent le voir. Un ordre multipolaire ne consiste pas seulement à être libre de l'hégémonie américaine, mais à retrouver un certain ensemble de relations entre les États et entre les peuples. Naoko Kumada, quelle est votre observation? John vient de dire ce que j'avais en tête aussi. Oui, je pense qu'il s'agit de surmonter le colonialisme. D'abord, il y avait le colonialisme original, puis la deuxième vague, que nous pouvons appeler néocolonialisme ou néolibéralisme. La deuxième vague a été exécutée par des moyens financiers. Les puissances coloniales n'avaient plus besoin d'être physiquement présentes dans la région parce qu'elles pouvaient la contrôler par la finance. Cela a continué jusqu'à récemment et se poursuit encore. Cependant, maintenant, nous voyons les Asiatiques du Sud-Est observer la montée des BRICS, la montée de la Chine, de l'Inde et de la Russie. Ils remarquent comment le monde change, et il change très rapidement. Je pense donc que cela pousse vraiment les gens en Asie du Sud-Est à prendre du recul et à voir dans quelle direction le monde évolue en ce moment. Plus récemment, les défis juridiques auxquels Donald Trump est confronté, les gens du monde entier regardent cela et pensent « Wow, regardez ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis en Occident. » Donc, je pense oui. Et puis, il y a d'autres choses comme la dédollarisation. Non, c'est dans ce contexte que je pense que l'Asie du Sud-Est se remet du colonialisme précédent. Une chose qui a émergé au cours des dernières années est un discours des États-Unis et de l'Europe à l'égard de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. Ils disent « Ne soyez pas stupides. La Chine essaie de pratiquer le néocolonialisme dans votre région. Ils essaient de vous piéger avec la dette. Ils prétendent que la Chine piège toutes les nations d'Asie du Sud-Est avec son initiative de la ceinture et de la route. Ne tombez pas dans le piège de la dette. Vous êtes vulnérables. Que répondez-vous à cela? Je veux dire, c'est évidemment stupide. Non, c'est tellement ridicule, non? Ces gars d'Europe, de l'Occident et des États-Unis qui essayent d'apprendre aux Asiatiques du Sud-Est leur relation avec la Chine, c'est la chose la plus drôle qui soit. Ils ne peuvent vraiment pas se voir. Les gens de cette région ont une mémoire historique. Ils ont une mémoire d'au moins 1500 ans. Nous parlons de mémoire culturelle et historique, d'interaction avec la Chine. Et plus récemment, d'interaction avec la République populaire de Chine. Le récit qui est poussé, le soi-disant piège de la dette, est absolument mort dans l'eau. Les gens ici sont conscients des pièges de la dette, surtout après le FMI, par exemple. Ce qui est arrivé à l'Indonésie après la crise de 1987, ce n'était pas la Chine qui a fait cela. En fait, la Chine a joué un rôle très constructif en refusant de dévaluer le yuan pendant la crise financière asiatique, tenant effectivement la ligne. La Chine a constamment joué un rôle constructif dans la finance internationale dans la région. Cependant, l'autre récit qui attire plus d'attention concerne l'agression maritime de la Chine. C'est le récit le plus substantiel et il y a beaucoup à discuter à ce sujet. Ce n'est donc pas une simple plaisanterie
que les dirigeants de la région, que ce soit Prabowo, Mahathir ou Anwar, vous diront qu'ils ont eu des milliers d'années d'interaction avec la Chine. Ils diront que la Chine ne les a jamais envahis. C'est une situation très différente. Vous arrivez dans une région avec presque autant de personnes que l'Europe et vous imposez votre compréhension. Vous projetez vos suppositions sur la manière dont les relations interétatiques fonctionnent sur nous, comme si nous n'avions pas d'histoire. Eh bien, l'ancien Premier ministre de Malaisie, Mahathir, aimait toujours dire « La Chine, depuis 2000 ans, ne nous a jamais envahis. » D'accord. Oui. Mais de toute façon, pour ajouter au point de John, les Asiatiques du Sud-Est, à cause des médias et des réseaux sociaux, observent ce qui se passe dans le monde. Une chose qu'ils remarquent, je pense, c'est ce qui se passe en Afrique. Nous avons vu comment des pays africains comme le Mali et le Burkina Faso se lèvent et gagnent en souveraineté. Les Asiatiques du Sud-Est le remarquent. Une autre chose de l'Asie du Sud-Est est qu'il y a de nombreuses populations chinoises d'outre-mer dans la région. Elles se sont mélangées au fil des siècles avec la population locale et sont également des Asiatiques du Sud-Est. Et les gens qui viennent en Asie du Sud-Est, les étrangers qui viennent en Asie du Sud-Est, ne comprennent pas toujours cela et disent « Regardez, les Chinois sont si mauvais ». Mais ensuite, ils parlent souvent à des Chinois d'outre-mer ou à des personnes ethniquement non chinoises. Beaucoup d'entre eux ont des mères ou des grands-parents qui sont ethniquement chinois. J'ai vécu en Asie du Sud-Est pendant de nombreuses années et c'est tellement embarrassant de voir des étrangers venir en Asie du Sud-Est et dire aux habitants locaux à quel point les Chinois sont mauvais. Les Sud-Asiatiques sont très polis, donc ils resteront silencieux et écouteront simplement. Mais cela ne signifie pas qu'ils acceptent ce que les étrangers leur disent. Je peux en témoigner par expérience personnelle. C'était hilarant. Vous êtes assis là, et ces gars arrivent et donnent une conférence sur un Indo-Pacifique libre et ouvert ou quelque chose comme ça. Et puis ils disent que la Chine est la grande menace. Et tout le monde reste assis poliment, n'est-ce pas? Mais toute la salle est remplie de personnes d'origine chinoise ou d'une manière ou d'une autre liées à elle. Donc c'est assez absurde. Oui. Je voulais revenir sur votre point précédent concernant l'UMPONR contre l'ASEAN. Je ne pouvais pas laisser passer ça parce que j'ai fondé ce groupe de réflexion et pendant un certain temps, j'ai été très impliqué dans l'ASEAN et les questions de l'ASEAN. Pendant un temps, j'ai travaillé assez activement à la promotion de l'intégration de l'ASEAN. Mais pendant tout ce temps, et même pendant mon temps au gouvernement, chaque fois que je rencontrais des gens de l'UMMR, l'hypothèse était que nous étions juste une sorte de version sous-développée et immature de l'UMMR. Ils pensaient que nous étions en train de grandir pour avoir de véritables institutions internationales, n'est-ce pas? Les institutions supranationales. Donc vous êtes juste une sorte de chose mal formée, à mi-chemin. Et bien sûr, ce théorème de convergence ne fonctionne pas du tout. Nous en avons juste assez de nous excuser parce que l'ASEAN n'est pas l'UPN4. À l'époque, c'était moins ridicule que maintenant. Maintenant, vous ne pouvez même pas le suggérer. Les gens vous rient au nez si vous dites « Oh, vous devriez être comme l'UE ». L'UEPR est devenu un exemple négatif. Quoi la leçon que vous en tirez? Vous savez juste que vous ne voulez pas devenir comme ça. Ce genre de perte de souveraineté est absolument hors de question pour les pays ONU et de l'ASEAN. Ce qu'est l'ASEAN est un peu plus difficile à articuler en termes classiques de diplomatie européenne et de relations internationales, dans lesquelles nous sommes tous formés.
Le langage que nous utilisons, institutions, état de droit, etc., ne capture pas vraiment ce qui se passe dans l'ASEAN. Une grande partie de ce qui se passe dans l'ASEAN est mieux décrite en termes historiques, empiriques et anthropologiques, en se concentrant sur la manière dont les gens interagissent les uns avec les autres. Ainsi, l'ASEAN ne s'excuse plus de ne pas être l'UWARE. Ce qu'elle est en elle-même et ce qu'elle peut faire est en train d'émerger maintenant. Oui, et vous savez, l'ASEAN, en tant que bloc politique et outil diplomatique, en tant que forum où ces 10 pays, ou 11 ou plus, se rencontrent, est un moyen de structurer la région. Ce qui est fascinant, quand j'ai participé à quelques-unes de ces réunions, c'est que tout le monde est mécontent du fait que l'ASEAN ne puisse pas faire plus. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'ils veulent être ensemble. Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils appartiennent ensemble et qu'ils veulent avoir une approche commune, même s'ils ne peuvent pas trouver exactement le bon angle pour le faire. Mais c'est aussi une source de force d'une certaine manière, parce que cela vous donne envie d'être une communauté, n'est-ce pas? Les Européens ont opté pour l'intégration supranationale, et maintenant toute la structure s'effondre sur eux, de manière très négative. In a very bad way. So in a very bad way. Yes, yes. Yeah, ASEAN exemplifies, Oui, a type oui. of relationship. L'ASEAN illustre un type de relation. Ce qu'ils défendent, c'est le régionalisme ouvert et un refus catégorique des alliances militaires en particulier. Cette insistance à dialoguer les uns avec les autres est la source de l'influence modeste que l'ASEAN a dans les affaires mondiales. Cela est capturé par le terme « centralité de l'ASEAN ». Ainsi, l'ASEAN est au centre. C'est le pivot d'un ensemble d'institutions régionales et de conversations qui se déroulent sur un cycle annuel. Cela constituait l'ordre régional avant la dernière escalade et le retour des puissances occidentales. Mais cela illustre ces relations. Le grand historien Wang Gungwu m'a dit un jour que si l'ASEAN s'effondrait et se désintégrait, nous devrions la réinventer. Sa réussite réside en fait dans son existence. Donc elle échouera toujours et ne sera jamais tout à fait là. Mais je ne sous-estimerai pas l'importance d'illustrer simplement ces relations. C'est la structure qui est importante. Cette chose consensuelle, l'organisation est assez catégorique sur sa souveraineté. N'essaie pas de renoncer à sa souveraineté, mais de continuer de rester unis. Naoko-san, vous avez également travaillé avec le Myanmar, surtout après son ouverture en 2011. Dans l'ensemble, l'ASEAN a été très accueillante à l'intégration du Myanmar. Même maintenant, alors que le Myanmar est suspendu, ils essaient toujours de garder une place pour le Myanmar. Que pensez-vous que l'exemple du Myanmar nous dit sur la structure de l'ASEAN? Oui, et en fait, je pense que l'une des raisons pour lesquelles le Myanmar est revenu sur la scène mondiale en 2011 est que l'ASEAN a patiemment attendu le Myanmar. Elle n'a pas exercé de pression sur le Myanmar. Elle a simplement invité le Myanmar à devenir membre. Je me souviens de cela. Quand sera prêt? En fait, John, ce que tu devrais le dire. Non, nous commencions à nous impliquer, vous et moi, en Birmanie. Et puis le Myanmar était une pièce manquante de l'ASEAN avec 9 pays, et le Myanmar était la pièce manquante. Déjà membre, mais encore un peu fermé. Je pense que les ministres des Affaires étrangères et les dirigeants de l'ASEAN se sont engagés avec le Myanmar et ont continué à le faire. L'une des raisons pour lesquelles le Myanmar s'est ouvert est que ses dirigeants ont fait des voyages à Bangkok, Kuala Lumpur ou Singapour. Ils ont vu comment les choses étaient faites et les progrès qui avaient été réalisés. Ils ne voulaient pas être laissés pour compte.
Le Myanmar ne veut pas être laissé pour compte. Cela a joué un rôle clé, sous-estimé dans l'ouverture du Myanmar. Si je peux juste ajouter à cela, la raison pour laquelle je soulève ce point est qu'à cette époque, on nous disait souvent « Oh, c'est à cause de la pression des États-Unis, des sanctions américaines sur le Myanmar qu'ils sont revenus. » Pas du tout. Ce ne sont pas les sanctions. Pas du tout. Ils n'ont pas peur des sanctions. L'Occident aime se voir comme la force motrice derrière tout ce qui se passe. Par conséquent, chaque fois que quelque chose se produit, cela doit être une réaction à ce qu'ils ont fait auparavant. Mais c'est une belle façon d'expliquer que non, ces régions fonctionnent de manière indépendante. En ce moment, l'ASEAN essaie de renouer les liens et de trouver des moyens de calmer la guerre civile en Birmanie. Jusqu'à présent, cela n'a pas été couronné de succès. Mais l'ASEAN interagit avec la Birmanie et a même eu des discussions de haut niveau avec la junte. Bien qu'ils ne reconnaissent pas officiellement la junte, ils essaient de s'engager dans la diplomatie. Oui, exactement. C'est un excellent point. Vous voulez comparer cela avec le traitement de l'UMR envers Orban et la Hongrie en ce moment. C'est juste cette culture de l'annulation, n'est-ce pas? Nous ne faisons pas cela dans l'ASEAN. Il y a un pragmatisme en dessous de cela. Et c'est un pragmatisme qui fonctionne. Les Indonésiens et l'ASEAN ont invité le chef de la junte. Il est venu, il y a eu des discussions, et il est reparti. Cela signifiait également qu'il devait faire confiance à l'ASEAN pour ne pas le trahir. Donc, la méthode de l'ASEAN fonctionne, bien que plus discrètement que l'approche américaine. Oui, puis Oui. Ce qu'il faut éviter, c'est de voir cela uniquement comme une dysfonction. Le voir à travers une perspective occidentale et dire « Ok, c'est juste parce que ces gens ont une culture informelle. Ils ne comprennent pas très bien les règles et ils sont juste très pragmatiques » est incorrect. Ces gens interagissent entre eux depuis des siècles. C'est ce qui sous-tend cela. Les acteurs n'en sont même pas nécessairement conscients. Alors que nous entrons dans un monde soi-disant multipolaire, un point que je voulais souligner est qu'il existe également une multipolarité des formes de relations internationales. Vous allez voir différentes épistémologies des relations internationales, différentes notions de ce qu'est un État, de ce qu'est un peuple, et de ce que signifie interagir avec des gens. Vous pourriez vous demander ce que ces nations ont en commun. C'est la collection de nations la plus politiquement diverse sur Terre, allant des États à partis léninistes aux monarchies absolues. Vous avez tout ce spectre, et pourtant ces nations continuent de se parler. Est-ce parce qu'elles sont hypocrites? Non, elles se comprennent. Ce n'est pas comme si l'ASEAN disait que c'est une leçon pour tout le monde. Cependant, il y a une croyance en l'universalité des principes fondamentaux de coexistence et de neutralité. La manière dont les pays d'Asie du Sud-Est se rapportent les uns aux autres et aussi à la Chine remonte à longtemps et est profondément ancrée dans la culture et l'histoire. Donc je veux opposer cela à l'idée que ces gens ne sont que des sous-Européens. Nous ne le sommes pas. C'est une façon simpliste de penser à toute la région. Mais j'ai une autre question pour l'anthropologue. Pourquoi l'ASEAN s'arrête-t-elle au Myanmar? Pourquoi le Bangladesh n'en fait-il pas partie? Je me suis posé cette question depuis un certain temps. Pourquoi l'ASEAN est-elle là où elle est et ne s'étend-elle pas plus loin dans le sous-continent indien ou même plus au nord? Avez-vous une idée à ce sujet? Oui, eh bien, bonne question. Vous avez mentionné le Bangladesh, mais un autre exemple pourrait être le Sri Lanka. Le Sri Lanka est considéré comme faisant partie de l'Asie du Sud, mais culturellement et religieusement, c'est en grande partie un pays bouddhiste Theravada.
En ce sens, il a des similitudes avec des pays comme le Myanmar. Ils ont déjà exprimé leur intérêt pour l'ASEAN. Yeah, they've expressed interest in ASEAN before. They've actually... Ils ont en fait exprimé leur intérêt à rejoindre l'ASEAN. Sorry. Yeah. Yeah, so why not? Yeah, that's a good question, but maybe. Oui, alors pourquoi pas? C'est une bonne question. Peut-être que cela a à voir avec l'histoire et la naissance de l'ASEAN, comment elle est née. Elle a été formée par 5 pays, les Philippines, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie et l'Indonésie. Il y avait 5 pays. Était-ce le Brunei? Non. Brunei. There Yeah. were 5 countries. Was it Brunei? No. Yeah, I I thought think it was Brunei. a bit. Malaysia. Malaisie, Singapour, Thaïlande, Indonésie et les Philippines. Malaysia, I think. Mhm. Oh, Indonesia. I think in fact it was Indonesia. 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 Yeah. Brunei later. So Yeah. yeah. Oh, l'Indonésie, je pense que c'est l'Indonésie. Donc, parce qu'elle a émergé de ces 5 pays, elle a commencé petite. Maintenant, c'est 10. Mais avant cela, le Myanmar et le Vietnam n'étaient pas inclus. Je pense qu'elle essaie peut-être d'être minimaliste, pour ainsi dire, sans ajouter trop de pays. 10 pays, c'est déjà pas mal. Une autre chose qu'ils ont faite a été d'ajouter de manière informelle d'autres pays, pas le Bangladesh ou le Sri Lanka, mais les plus 3. Les plus 3 sont le Japon, la Corée du Sud et le... South Korea And China is the plus. Yeah, it's concentric. Oui, ce sont des cercles concentriques. Vous avez la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Ensuite, vous avez le plus 3, plus 2, etc. Donc, c'est le concept de cercle concentrique. So this is the concentric ring thing. Yeah, and ASEAN has managed to build these relationships. Oui, and actually- et l'ASEAN a réussi à établir ces relations. Vous pouvez voir comment le Japon est toujours extrêmement intéressé par cela, en utilisant le TPP et ses autres accords de libre-échange. La Chine est également intéressée et interagit avec elle. Donc en un sens, l'ASEAN et les pays individuels essayent de promouvoir des accords commerciaux et des arrangements pour la région. Le problème que nous avons est qu'il y a des différends individuels, notamment à propos de quelques îles et des droits de pêche. C'est triste à dire, mais du côté américain, cela est également alimenté. D'un autre côté, si j'étais aux Philippines, je me sentirais intimidé par la Chine. Les pays de l'ASEAN ont des tensions, mais le point est que ces tensions ont historiquement été gérées en dessous du seuil de la guerre ouverte. The point is that tensions have historically also been managed under the threshold of Yep, open yep. warfare. Yep. Yep. Yeah, and I think ASEAN's centrality here is a very important. Oui, et je pense que la centralité de l'ASEAN ici est un concept très important et intéressant parce que personne n'a peur des pays de l'ASEAN. Y a-t-il quelqu'un qui a peur de la Thaïlande ou de l'Indonésie? Je veux dire, personne n'a peur d'eux. Mais des pays comme la Chine et le Japon ne peuvent pas parler directement très souvent en raison de raisons politiques. Cependant, il y a un intérêt économique. Ils veulent commercer et avoir de bonnes relations dans ces termes. Donc, l'ASEAN peut être un centre pour rassembler d'autres pays qui ne peuvent souvent pas se parler directement. That often cannot speak with each other directly.